Après les derniers jours qui étaient majoritairement rouges, on a eu enfin une journée qui était plutôt verte. Journée verte, oui, mais verte aussi à la couleur de PP, à la couleur des mêmes coins, qui ont poussé le marché très haut et qui annoncent généralement quelque chose de pas aussi positif que ça. Ce qui est intéressant de comprendre, c'est ce qui s'est passé, ce qui va se passer et quels sont les éléments importants à retenir. On va encore parler de réglementation, parce que malheureusement, c'est le nerf de la guerre en ce moment, c'est quelque chose qui est très fort et qui impacte généralement le marché, et je pense que ça va être encore une fois ce dont on va parler beaucoup sur le mois de mai, et ce dont on va parler beaucoup au mois de juin aussi. Parce que oui, c'est quelque chose qui va influencer énormément, et il faut comprendre ce qui est en train de se passer, parce que même dans les membres de la crypto, vous allez voir qu'on se tire très très fort dans les pattes, et la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que ça impactera l'entièreté du marché, ou est-ce que c'est encore une fois que des rumeurs ? Bonjour, c'est Cryptolyse, je suis entrepreneur depuis 2010, je fais du trading depuis 2011, je suis dans la crypto depuis 2017 et je décomplexifie le marché et la technologie pour en extraire réellement les opportunités. Et on va commencer par les États-Unis qui vont poursuivre Tether. Donc ça en l'occurrence, ça fait longtemps, je vous en parle, déjà plusieurs fois, j'ai fait plusieurs dossiers dessus. Pourquoi Tether est en position de faiblesse depuis déjà quasiment un an. Et là, cette fois-ci, ce qui est intéressant, c'est que c'est le CEO de Ripple, XRP. Et oui, je vous ai dit que dans la crypto, on se tirait dans les pattes. Et cette fois-ci, c'est le CEO de Ripple qui est en combat avec la SEC depuis déjà très longtemps, qui a déjà gagné une partie de ses combats, mais pas tous, et qui a décidé bientôt de lancer un stablecoin pour concurrencer Tether. Est-ce que cette annonce, elle tombe pas à point ? C'est exactement ce que fait noter le CEO de Tether, c'est que c'est justement un de ses concurrents qui parle de ça, qui annonce, qui explique, et qui va même beaucoup plus loin, en annonçant que ça pourrait être un phénomène plus important que Terra Luna, plus important que FTX. Il explique que ça pourrait être un Black Swan qui affecte l'entièreté des cryptos. Et c'est là où j'aime bien prendre du recul, parce qu'un Black Swan, je rappelle que c'est un signe noir, c'est un événement qui est censé être imprévisible, et d'une extrême rareté. Il n'y a pas moins imprévisible que la chute de Tether, c'est quelque chose qui est annoncé depuis quasiment 2017, si je ne dis pas de bêtises, voire même peut-être avant. Et oui, forcément, on a quelque chose qui revient, je vous en ai parlé déjà même l'année dernière, en vous expliquant que le Tether FUD, c'était quelque chose qui revenait cycliquement, à peu près tous les 4-5 mois, et cette fois-ci, c'est un acteur concurrent qui le remet sur la table, mais par contre, ce qui est sûr et certain, c'est que oui, les États-Unis vont poursuivre Tether, et oui, il y aura un impact sur les cryptos, mais ce sera minime, et il n'y aura rien à faire. Il n'y aura aucune question à se poser sur la détention de nos USDT. En tout cas, on en est encore loin, on a déjà des annonces qui ont été faites sur l'USDT qui ne sera pas en conformité avec la loi MiCA qui est en application, et peut-être même avec la loi US. Alors le problème c'est que la loi US va prendre beaucoup plus de temps que prévu. En l'occurrence, il y a deux typologies de lois, il y a la loi sur la structuration des cryptos et la loi sur la structuration des stablecoins. Mais en l'occurrence, on entend des voix qui nous disent que ça ne va pas arriver avant la fin de l'année. Il y a même aucune chance, comme on nous dit, parce que c'est un combat qui va beaucoup plus loin que juste la notion de crypto. Parce que c'est un combat qui va au niveau du poids de la SEC, du poids du Department of Justice, et justement, on a certains sénateurs qui commencent à tirer la sonnette d'alarme sur l'impact de la justice américaine sur les cryptos et sur l'interprétation qu'elles en ont sur la notion de transmission monétaire. Et c'est là où on peut se poser la question. À quel moment on peut d'un côté avoir la SEC, Gary Gensler, qui définissent les cryptos comme étant des securities, et justement n'étant pas des monnaies, et à côté le département de justice qui définit les mixeurs crypto, donc par exemple nous avons Samurai Wallet et Tornado Cash qui permettent de mélanger nos transactions avec d'autres transactions pour augmenter la privacy des transactions. Et si c'est considéré comme étant une transmission monétaire, ça veut dire que la crypto qui est transmis, qui est mélangé, on va pas se le cacher, c'est souvent des Ethers, à ce moment-là, ça ne peut pas être une securities, étant donné que c'est défini comme une monnaie d'un côté. Et donc là, il y a quand même une forme d'impact très fort, de différence très forte entre les deux, et pour aller plus loin, comme le souligne le CEO de Uniswap, il y a une pression très forte qui a lieu actuellement, et c'est une pression qui est portée par la SEC depuis la mise en place de Gary Gensler par l'institution de Biden,
Alors du coup, le CEO de Uniswap, qui est quand même grandement attaqué par la SEC, on va pas se le cacher, est en train d'aller plus loin, étant donné qu'il explique que les cryptos joueront dans les élections et qu'à un moment donné, les démocrates devraient commencer à se poser des questions sur l'impact qu'il y aura si jamais ils continuent à mettre la pression autant sur les cryptos. Et oui, ils mettent la pression, je vous ai déjà fait un point sur l'opération Choke Point, il est sûr et certain que depuis la mise en place de Gary Gensler à la SEC, on a une augmentation du nombre d'actions contre les crypto-monnaies, contre les brokers, et on l'a vu avec Binance, on le voit encore aujourd'hui avec Coinbase, on le voit avec Ripple, on le voit avec Uniswap, et ça continue, et ça va encore une fois continuer tant qu'on n'aura pas une clarification de la position de la SEC par rapport aux crypto-monnaies, et une clarification même de l'ensemble des crypto-monnaies dans l'économie américaine. Mais encore une fois, il va falloir être patient, c'est quelque chose qui prendra du temps, et qui peut-être n'arrivera pas cette année, et qui arrivera l'année prochaine. Mais ce qui n'arrivera pas l'année prochaine, c'est le discours de Jérôme Powell aujourd'hui et surtout demain. On rappelle qu'on a l'IPC. L'IPC étant l'inflation, quelque chose qui est excessivement regardé par la Fed et Jérôme Powell, et c'est quelque chose qui va être vraiment très important pour la suite, qui va déterminer l'impact sur la baisse des taux ou non, quelque chose qui est attendu très fortement par le marché. Et c'est quelque chose qui se voit au niveau des graphiques, où justement la journée d'hier était totalement plate. Je pense que la journée d'aujourd'hui, à part peut-être à 16h en fonction de la prise de position de Jérôme Powell, sera un peu dans la même typologie, relativement flat, en attendant les annonces qui seront importantes et qui donneront le ton général du marché traditionnel américain. Mais qu'est-ce qui se passe exactement sur BTC? Pourquoi on a poussé très fort? Mais juste avant, si vous aimez ma vidéo, si vous aimez mon contenu et que vous voulez me soutenir, c'est très simple, likez, partagez, abonnez-vous. Encore une fois, vous êtes nombreux à regarder des vidéos sans être abonnés, donc n'hésitez pas à vous abonner, ça me soutient et surtout ça me fait très plaisir. Et pour répondre à Bitcoin, ça va être assez simple, on a eu une phase de liquidation assez forte, un petit bout de short squeeze, mais on s'est arrêté sans casser le high ici. Encore une fois, on va zoomer pour regarder le court terme et ensuite on va prendre un peu de recul. Nous avons maintenu ici ce niveau-là, et même nous avons renforcé ce niveau-là. Le renforcement de cette zone est très important, pour deux raisons. Ça veut dire que, on a les positions des vendeurs à découvert qui est bien présent, et qui défendent aussi la partie supérieure, qui est la partie supérieure à 64 500, qui est la zone dont on a parlé plusieurs fois, et dont on continue à expliquer qu'il y a énormément de liquidité dans cette zone-là. Liquidité qu'on retrouve ici, qu'on voit bien dans cette partie-là, un renforcement de la liquidité, on voit bien qu'on avait légèrement moins de liquidité dans cette partie-là. La mise en place de ce top a entraîné un renforcement de cette liquidité-là. On voit que dans les 64 000, on a beaucoup de liquidité. Donc ce sont des zones d'appel de prix dans lesquelles on va avoir à un moment donné un retracement dans cette zone-là pour soit mettre la pression ou soit aller récupérer cette liquidité. La question qu'il faut se poser, c'est pourquoi on n'est pas allé la chercher maintenant, pourquoi on va aller la chercher et à quel moment on va aller la chercher, quelle est la temporalité potentielle de ça. Parce que globalement, nous avons toujours nos deux setups particuliers qui sont une rupture haussière avant de faire un retest et repartir à la hausse, soit une continuité baissière avec un retravail de la buying zone pour repartir à la hausse, soit une cassure en fait de la buying zone avec derrière aucune accumulation, et à ce moment on ira chercher la liquidité qui est plus basse. On a ces deux scénarios, globalement un scénario haussier, un scénario baissier, avec dans le scénario haussier deux possibilités réelles qui sont une, avoir une rupture haussière et l'autre une rupture baissière. Mais le plus important à retenir ici pour moi, c'est qu'on a bien eu la validation du fait que ce week-end il n'y avait absolument rien en termes de volatilité, retour du marché américain, on a un retour de volatilité qui est relativement conséquent, et nous avons, je le rappelle, le discours de Jérôme Powell aujourd'hui, et l'IPC, et donc l'inflation, demain, donc forcément de la volatilité sur le marché traditionnel, et ça va se ressentir aussi sur les cryptos, et il est fort probable, si jamais les nouvelles sont pas bonnes, d'avoir soit une prise de liquidité ici, soit un retest là pour repartir à la hausse. Si elles sont positives, par contre, on pourrait aller chercher cette liquidité-là, et la question c'est est-ce que ce sera suffisamment positif pour nous faire aller chercher les liquidités supérieures, pour aller justement créer un momentum haussier, c'est la grande question. Personnellement, j'ai tendance à vous dire qu'il est trop tôt pour pouvoir le déterminer, ça va être les nouvelles de demain qui vont être à voir. Personnellement, nous avons quand même beaucoup de zones de liquidité à aller chercher ici, qui sont dans une zone de retest classique, pour faire une continuité baissière. Donc je le rappelle, tant qu'on n'a pas inversé la tendance court terme, et tant qu'on n'a pas cassé les break-off structures ici, notamment celui-là,
pour moi, il n'y a aucun signe de reversal, aucun signe de retournement du marché, et donc il va falloir juste être patient. Surtout que nous sommes dans une zone, au niveau du volume court terme sur cette impulsion baissière, on voit qu'on est en train de retravailler cette partie-là qui est la grosse zone de volume, qui est très importante, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans une zone de résistance très forte. Surtout, ce qui est aussi important à noter, c'est que nous avons un arrêt de la tendance baissière qui est relativement important. On voit que le momentum, ici, est en train de s'arrêter. Le RSI nous dit que la continuité, l'accélération baissière se calme. Et ce qui correspond aussi au travail du bas de range, dont on a parlé plusieurs fois et dont on montre régulièrement, ce bas de range qui est dans les 60 000, bas de range, haut de range 74 000. On a un niveau qui est important, les 52 000, mais ça n'empêche que le bas de range actuellement est dans les 60 000. Et c'est plus ou moins la zone dans laquelle on est en train de faire un petit atterrissage court terme, et c'est pour ça qu'il y a une possibilité d'avoir un retour en haut de range. C'est pour ça qu'il y a un scénario aussi qui est bien présent et qui est en train de nous dire que potentiellement, oui, on a un arrêt de la tendance, oui, on a un arrêt du momentum baissier, mais ça ne veut pas dire qu'on a une inversion de la tendance, c'est deux choses séparées. C'est juste qu'on note qu'on a un arrêt de la pression baissière court terme. Mais du coup, qu'est-ce qui fait que on a quand même beaucoup de vert, qu'on a un PP, un Floki, un Bonk, un SHIB, un Dodge, donc c'est beaucoup de meme coins qui sont en train de pousser, un WIF ici, j'ai failli l'oublier, et est-ce que c'est pas forcément mauvais signe? Alors oui, il y a un adage qui est général en crypto en disant qu'à partir du moment où on a les mêmes coins qui poussent, c'est pas forcément bon signe, ça veut dire qu'à un moment donné, c'est la fin de la liquidité et qu'on va avoir une chute, qu'on va avoir une respiration du marché avant de repartir dans une phase d'accélération. Maintenant, il va falloir se poser la question, est-ce que c'est pas trop tôt de considérer qu'on a eu une phase d'expansion et que cette phase d'altcoin, cette phase de shitcoin, cette phase de memecoin arrive maintenant pour dire la fin des liquidités? Pour moi, c'est plus encore autre chose. C'est une typologie de personnes qui sont présentes sur le marché et donc forcément, on va chercher de la volatilité. Ce sont des personnes qui vont chercher de la volatilité dans les cryptos et qui sont encore présents maintenant. Et c'est pour ça qu'on a une augmentation des volumes et qu'on a un total market cap quand on retire BTC et Ethereum, donc c'est-à-dire l'ensemble des altcoins qui est relativement flat et qui est même sous une forme de compression très importante qui définit qu'à un moment donné, on va avoir un mouvement très puissant qui va sortir, compression que l'on voit aussi dans le momentum est en train de se calmer, ce qui est plutôt positif, ça veut dire qu'on va avoir un retour de volatilité, et c'est peut-être aussi ce que peut annoncer ici ces mêmes coins, c'est qu'on va avoir un retour de volatilité, pas forcément dans le sens que l'on souhaiterait, mais en tout cas on aura un retour de volatilité, c'est quelque chose qui est important, qui ramène en fait tout simplement des personnes, que ce soit à la baisse ou à la hausse, les mouvements du BTC, les mouvements de la crypto, cette volatilité c'est ce qui attire les gens. Et si on regarde un petit peu la volatilité, on voit très bien que depuis le 13 avril, cette volatilité n'existe plus. Ici, c'est l'ensemble des altcoins par rapport à BTC. On voit que on est relativement flat, on a très peu de mouvements comme on pouvait l'avoir ici, dans toute cette partie de mars, fin mars, début avril, où on avait quand même pas mal de volatilité sur l'ensemble des altcoins. Là, on voit que c'est relativement flat, et ce qui est symptomatique, je le rappelle, de là où nous sommes. Nous sommes dans une phase de léthargie, et c'est pas parce que nous avons une journée verte avec des shitcoins que ça veut dire que on va avoir une semaine qui va être rouge écarlate, parce que la liquidité sera terminée. C'est deux choses séparées. Et pour moi, ce qui va être le plus impactant, et c'est un peu la conclusion de cette vidéo, c'est que nous sommes dans une phase d'instabilité politique autour de la réglementation américaine. On a une pression très importante au niveau de l'ensemble des cryptos à cause de la pression réglementaire et de ce statu quo qui est mis dans une forme de on ne sait pas quoi et quoi et qui doit faire quoi, qui est un petit peu la représentation de la SEC, de la CFTC et de la crypto au milieu, et donc il va falloir régler ça dans un premier temps, et potentiellement ça ne se réglera que à partir du moment où il y aura les élections américaines, et donc un arrêt réglementaire, et c'est peut-être aussi l'action et l'accélération des informations que l'on a en ce moment, parce qu'on met beaucoup de pression maintenant, parce que peut-être on ne pourra plus le faire après, et c'est aussi une des raisons des arrêts, des afflux, des institutionnels dans les ETF. Est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres typologies de pression dans lesquelles on n'a aucune information, mais qui découragerait certains investisseurs de mettre de l'argent et d'investir dans les ETF spot Bitcoin? Je pense que c'est une question qui est légitime à se poser quand on voit ce qui est en train de se passer au niveau de la SEC et ce qui se passe au niveau de la crypto en général. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un like, un commentaire et surtout à vous abonner.
Si vous n'êtes pas abonné et que vous regardez mon contenu, ça me soutient énormément d'appuyer sur ce petit bouton subscribe. Merci infiniment et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.